Je déteste ce terme de chômage structurel, comme si c'était quelque chose sur lequel on ne pouvait rien faire. Notre avenir est entre nos mains. Je ne veux pas subir, je veux pas que nous subissions cette révolution de façon passive en disant les robots vont supprimer des emplois. Ouais, mais d'accord, mais comme par hasard, les pays où il y a le plus de robots ont le moins de chômage. Il n'y a pas de raison à 55 ans de se résigner au chômage. Il n'y a aucune raison. Et je crois que le numérique, là, est là pour offrir de nouvelles opportunités. Bienvenue sur l'Entrepreneur en vous, le podcast où vous allez découvrir comment démarrer et développer votre propre aventure entrepreneuriale. Je suis votre hôte Nayer Saïdan et dans ce podcast, je vous fais découvrir des entrepreneurs, des freelances, des auteurs et des gens inspirants qui ont su construire et profiter de la vie dont ils ont toujours rêvé. Aujourd'hui, je reçois Guy Mamoumani, coprésident du groupe Open et auteur du livre L'Apocalypse numérique n'aura pas lieu. Dans cet épisode du podcast, Guy partage avec nous son parcours incroyable de professeur de mathématiques dans l'éducation nationale à coprésident d'un groupe de services dans le numérique de 4000 personnes. Guy est originaire de Sarcelles et il en est très fier. Humble, engagé et fervent défenseur du rôle positif de la transformation numérique sur la société. Dans cet épisode du podcast, vous allez découvrir comment et pourquoi Guy a arrêté sa carrière d'enseignant, comment Guy a évolué de consultant à PDG d'une filiale et coprésident d'un groupe. La réponse de Guy à l'un de mes auditeurs sur le chômage structurel, l'impact de la transformation numérique sur un groupe comme Open. Vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/17, le chiffre 17. J'ai aussi mis en ligne une récap des meilleurs outils utilisés par mes invités et qui leur permettent d'être plus efficaces. Si vous voulez récupérer cette liste, rendez-vous sur envou.co/outils avec un S à la fin. Réveille l'entrepreneur qui est en toi, épisode numéro 17. J'adore les maths. Guy, est-ce que tu es prêt à nous révéler l'entrepreneur qui est en toi ? Avec grand plaisir. Excellent. Aujourd'hui, j'accueille Guy Mamoumani. Guy est le coprésident du groupe Open, une entreprise de services du numérique de plus de 4000 personnes et qui réalise un chiffre d'affaires de plus de 300 millions d'euros. Guy est aussi auteur avec l'Apocalypse du numérique n'aura pas lieu aux éditions de l'Observatoire. Guy, avant de parler de votre livre, j'aimerais qu'on remonte le temps et qu'on s'intéresse un peu à ton parcours personnel. Est-ce que tu te rappelles du tout premier projet ou business que tu as fait? Il faut rappeler que j'ai commencé ma carrière comme professeur de mathématiques. C'est un métier que j'ai toujours adoré, que je continue à aimer. Quand j'ai l'occasion d'enseigner quelque chose, je le fais toujours avec plaisir. Quand j'interviens dans des écoles de commerce ou des écoles d'ingénieurs, c'est toujours avec plaisir. Mais je ne me voyais pas faire ce métier toute ma vie, bien que mon épouse soit dans l'enseignement, mes parents l'étaient aussi. Et puis, un jour, avec des amis, on a créé, je sais même pas si ça existe encore, ce qu'on appelle un club d'investissement. Et pourquoi je te donne cet exemple de projet qui a marqué ma vie, c'est que c'est au travers de ce club d'investissement, c'est-à-dire une dizaine d'amis qui mettaient 150 francs par mois pour investir en bourse, que j'ai découvert le monde de l'entreprise. Et ça a été un véritable déclic. Je me suis passionné pour l'économie, pour la bourse, pour les investissements, et je me suis ouvert à l'entreprise. Et c'est de là que j'ai changé le cours de ma carrière et de ma vie et que je suis rentré pour la première fois dans une entreprise. D'accord. Et vous avez cité ça, vous êtes parti de professeur de mathématiques, vous êtes rentré dans une entreprise. Et là, vous n'avez pas forcément le parcours d'une personne qui a eu une école de commerce ou une école d'ingénieur pour rentrer. Et je crois que vous avez commencé comme consultant d'ailleurs. Exactement. Comment s'est passé le démarrage ? Bon, alors franchement, je trouve que ça illustre bien que il ne faut pas se fermer des portes. Bon, d'abord, en tant que professeur titulaire, j'ai eu la chance de pouvoir prendre une disponibilité. Donc je me disais, si ça marche pas, je pourrais toujours revenir. Et finalement, comme j'ai commencé comme consultant, j'étais dans une société qui s'appelait Go International, qui éditait un progiciel pour le monde de la mode. Mes clients étaient donc des industriels de la mode. Et à l'époque, c'était les années quand même 85, c'était les premiers bribes de la révolution informatique. Il était absolument nécessaire d'avoir beaucoup de pédagogie pour enseigner à nos clients l'utilisation du logiciel. Mais enfin, ça reste toujours vrai. Je crois qu'on a vraiment besoin d'avoir des consultants pédagogues qui comprennent les enjeux de leurs clients et puis qui soient en mesure de leur enseigner comment utiliser ces outils. Et finalement, j'ai retrouvé un peu la même démarche que celle que j'avais en tant qu'enseignant. Mais là,
auprès de clients que je considérais avec le même respect, j'allais dire, et la même envie de transmettre. Et ça a permis, au bout de quelques mois, quelques années, de déclencher chez moi plein de, d'ambition, d'évolution. Et j'ai fini PDG de cette société 4 ou 5 ans plus tard. Voilà. Alors comment ça s'est... Justement, moi je trouve ça impressionnant. C'est-à-dire que vous êtes commencé vraiment dans le bas de l'échelle de cette Absolument. entreprise-là. Et vous êtes arrivé jusqu'à présider la société. Est-ce que c'est parce que c'est une culture anglo-saxonne de l'entreprise ou est-ce que ça peut se passer n'importe où finalement? Ça peut se passer n'importe où. Franchement, comme j'avais une culture d'enseignant, j'étais pas du tout dans un combat pour progresser. Tout ça se passait naturellement. La société a été rachetée par un groupe américain. Je parlais l'anglais. J'étais capable de faire des reportings. Beaucoup de gens de très grande qualité, qui étaient au-dessus de moi, ne restaient pas dans l'entreprise parce qu'ils n'avaient pas les mêmes compétences. Et puis très naturellement, on m'a proposé le poste de PDG de cette filiale. Et puis après, ça a continué. J'ai évolué au sein de ce groupe. Je suis devenu directeur général du groupe en France, qui est un groupe très connu, qui s'appelle CSC. Et puis, moi, j'avais fait un peu le tour de la question. Je me suis fait chasser. En fait, c'est difficile à raconter parce que c'est presque naturel. Tout s'est passé très naturellement et je n'ai pas eu à construire une carrière ou à, intriguer pour évoluer. Pas du tout. Ça se faisait tout à fait naturellement parce que j'étais très très engagé. J'ai toujours été très fidèle aux entreprises dans lesquelles j'étais. J'y ai toujours cru et je faisais de mon mieux et c'était reconnu. Il faut quand même le dire. Souvent, c'est pas souligné, mais on reconnaît les compétences et le travail dans les entreprises. Quelqu'un qui fait un bon job, qui est fidèle, qui a une fierté d'appartenance, qui s'engage, nous, en tant que manager, on sait le découvrir et on sait le faire évoluer. Excellent. Et ensuite, il y a le groupe Open qui est arrivé. Comment s'est passé le démarrage et comment est arrivée l'idée du groupe Open? Alors c'est très intéressant, je dirais à titre personnel, mais je pense qu'on peut en sortir quand même des expériences pour tout le monde. Alors j'avais quitté CSC, j'avais été chassé par un groupe qui s'appelait Manugistics, qui est un éditeur dans le monde du supply chain management, qui était un des leaders mondiaux, qui a été racheté depuis. J'y ai passé 4 ans absolument formidables. Encore une fois, vous voyez, à chaque fois, je suis toujours passionné par ce que je fais et j'ai toujours appris. Au bout de 4 ans, Manugistics bougeait et je voyais plus tellement d'opportunités pour moi et j'avais décidé de partir. Et j'ai été à nouveau chassé par des grands groupes. D'ailleurs, pour ne pas les citer, à l'époque, c'était SAP, c'était des groupes de services mondiaux qui me proposaient des ponts en or. Et puis, j'avais un ami qui est Frédéric Sebag et qui avait créé une société formidable qui s'appelait Open, qui venait de se coter en bourse, mais qui était quasiment uniquement dans le monde de la distribution. Il avait fait ça avec un autre associé, Laurent Sadoun. Ça marchait très bien, mais il avait toujours eu en tête qu'il fallait développer une activité de service à côté de l'activité de distribution. Et donc, il m'a proposé de le rejoindre. Alors, pour l'anecdote, alors que j'avais signé un contrat de recrutement avec un grand groupe anglais qui s'appelait Admiral à l'époque, qui a été racheté à plusieurs reprises depuis, j'étais en vacances, j'avais pris 15 jours de vacances pour bien réfléchir et j'étais en train de rouler sur une route de l'île Maurice avec ma famille et je sais pas ce qui m'a pris, j'ai eu comme une illumination, je me tourne vers ma femme et je lui dis je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas encore une fois continuer à rentrer dans un groupe avec ce que ça représente et je suis rentré de vacances, j'ai appelé Frédéric et je lui dis OK, on commence. Alors ni contrat de travail, ni projet quelconque, j'allais dire personnel, tout ça s'est passé en confiance et on a créé l'activité service d'Open. C'était en 99 Ça n'a pas toujours été facile. Et puis, nous avons vendu l'activité de distribution et on a développé l'activité d'Open. Donc, je suis parti de quasiment zéro. Et maintenant, comme tu l'as dit, nous sommes près de 4000. Et du coup, quand on démarre de zéro, comment on décroche ses 3 premiers clients? Alors, je veux être tout à fait transparent. J'avais quand même le support de la structure Open existante, même si je suis pas vraiment parti de rien. Déjà. Deuxièmement, on a commencé en rachetant une petite structure qui nous a donné nos premiers clients. C'était 30 ou 40 personnes. Ensuite, j'avais quand même derrière moi déjà une vingtaine d'années d'expérience. Beaucoup de gens m'ont rejoint de mes entreprises précédentes et de clients que j'avais déjà, à qui j'ai proposé de nouvelles offres, qui étaient celles d'Open. Alors, à l'époque, on bricolait un petit peu quand même. C'était pas évidemment l'industrialisation que nous connaissons. Et voilà, et ça s'est déclenché petit à petit comme ça. Et avec beaucoup de croissance externe aussi, ce qui a été des grosses opérations pour Open.
D'accord, ok, très bien. Guy, je te propose qu'on s'intéresse un peu à ton livre. Comment tu as eu l'idée d'écrire ce livre ? Bon, moi, il faut le souligner, j'ai toujours eu, en plus de mes fonctions d'entreprise, des engagements sociétaux. J'ai été, par exemple, président de Middle Next, qui est toujours d'ailleurs l'association qui regroupe les valeurs moyennes cotées. Ensuite, j'ai été président du Syntec numérique pendant 6 ans, vice-président du Conseil national du numérique. J'ai créé avec des amis IS et IES un mouvement qui s'appelle Jamais sans elle, sur lequel nous prenons l'engagement de ne pas participer à des tables rondes s'il n'y a pas au moins une femme. Donc, j'ai toujours été engagé dans la diversité. J'étais dans la French Tech diversité. J'ai créé Banlieue numérique. Tout ça pour dire que l'impact sociétal du numérique a toujours été une de mes préoccupations. Alors, j'ai écrit beaucoup de papiers dans des blogs, dans des tribunes. Donc, c'était quelque chose qui était en moi, avec une grande expérience que j'avais accumulée. Et puis, j'ai vu j'allais dire des centaines, enfin au moins des dizaines de livres sortir avec des prospectivistes, des oiseaux de mauvais augure, qui donnaient une image du numérique absolument désastreuse. Et je crois que c'est quelque chose qu'on peut regretter, dans notre pays particulièrement, c'est le cas dans d'autres pays, mais pas de partout. Eh bien, le mot numérique symbolise beaucoup déshumanisation, suppression d'emplois, manque de confidentialité des données. Bref, certaines choses qui ne sont pas fausses, mais qui ne doivent pas cacher l'apport du numérique. Donc, une fois que j'ai lu tous ces livres, et j'en ai lu, je pense que vraiment quelques dizaines, je me suis dit, il faut absolument que quelqu'un donne une vision un peu plus positive, sans angélisme d'ailleurs, de cette révolution. Et je crois que, en tant que praticien du numérique depuis 30 ans, 35 ans, j'avais quelque chose à apporter, une petite pièce à amener dans cette discussion qui me paraît aujourd'hui absolument fondamentale. Ça dépasse la notion du numérique, c'est quasiment la notion du progrès, quoi. C'est-à-dire, est-ce que on veut résister à ce tsunami qui arrive et donc se faire balayer, ou plutôt se dire que c'est une fantastique opportunité si on surfe dessus, justement, pour créer un nouveau monde plus humain, plus mixte, plus inclusif, plus humaniste. J'aimerais te lire un email que j'ai reçu de l'un de mes auditeurs et j'aimerais que tu me donnes ton avis là-dessus. Bonjour Nayer, j'ai lu un article dans le journal qui parlait du chômage structurel. Je ne connaissais pas le terme. L'article disait que le chômage structurel devenait un vrai souci pour les pays comme le nôtre. Donc concrètement, un manque de formation. Et je voudrais savoir si vous pouviez me proposer ou me renseigner sur les formations possibles, sûrement dans le numérique. C'est un domaine vaste. Merci bien. Je précise que c'est un auditeur qui a 55 ans. Ouais. Formidable. Et d'ailleurs, j'en reçois comme ça au moins 1 ou 2 par semaine. Exactement la même chose. Et je trouve ça formidable parce que ce sont des gens qui ont compris qu'on ne doit pas se résigner. Je déteste ce terme de chômage structurel, comme si c'était quelque chose sur lequel on ne pouvait rien faire. Non, mais c'est exactement ça. En fait, c'est vraiment le message du livre. Notre avenir est entre nos mains. Je ne veux pas subir, je veux pas que nous subissions cette révolution de façon passive en disant, les robots, on va supprimer des emplois. Ouais, mais d'accord, mais comme par hasard, les pays où il y a le plus de robots ont le moins de chômage. C'est quand même un peu étonnant. Donc, il y a une façon de reprendre notre vie en main, et dont le numérique est un magnifique support, une magnifique opportunité pour tout le monde. Exactement, il n'y a pas de raison à 55 ans de se résigner au chômage. Il n'y a aucune raison. Et je crois que le numérique, là, est là pour offrir de nouvelles opportunités. En effet, par exemple, je ne connais pas la formation de ton auditeur, mais il pourrait très bien aller chez Simplon pour avoir une formation au coding et il pourrait très bien redémarrer une nouvelle carrière parce qu'on s'en fout complètement que la personne ait 50, 55 ans, voire 60 ans, si elle a des compétences de développement. Donc, je crois que là, nous avons des ouvertures formidables pour notre jeunesse, pour inclure même des décrocheurs dont l'avenir pourrait paraître complètement fermé. Je cite souvent que j'ai été le parrain d'une promotion de Simplon là à Sarcelles, qui est ma ville d'origine, j'en suis très fier, et que à la fin de mon intervention, il y a une jeune fille qui était là et qui, à mon avis, n'aurait pas eu beaucoup de chance d'être incluse dans cette révolution, qui est venue me voir en me disant à la fin de ma formation, je voudrais vous rencontrer parce que je voudrais créer ma boîte. Je dis moi chapeau. Voilà.
Alors, il y a 150 000 décrocheurs en France chaque année. Eh bien, si on arrive avec des outils comme la Grande École du numérique ou d'autres formations à réinclure dans le système de l'information numérique, voilà une magnifique façon de répondre à cette idée de chômage structurel. Oui, en effet, cette jeune fille, elle aurait été dans le chômage structurel, c'était sûr. Eh ben non, on ne doit pas se résigner. Et c'est vraiment l'objet de ce livre, ça dépasse le côté technique. C'est vraiment de dire que grâce au numérique, nous avons une opportunité de réinventer ce monde. Et dans ce monde-là, il faut qu'il y ait une place pour tout le monde. Excellent. J'avais une autre question, mais elle est partie. D'ailleurs, vous parlez de Simplan, mais Simplan, j'ai reçu d'ailleurs Frédéric Bardot dès le début de ce podcast, que je salue. Guy, le numérique transforme radicalement nos modes de vie et notre relation au travail. Aujourd'hui, techniquement, il est devenu possible de travailler de n'importe où, et la nouvelle génération adopte de plus en plus ce mode de vie, entre parenthèses, nomade. D'un côté, les salariés qui demandent de plus en plus le télétravail, et d'un autre côté, le nombre de freelances qui explose. Mais j'ai l'impression que les grands groupes ont beaucoup de mal à s'y mettre, plus dans un souci de changement de mentalité, selon moi, que par un souci purement technique. Comment un groupe comme le vôtre et comment vos clients se préparent et comment ils agissent là-dessus? C'est une excellente question parce que c'est vraiment les fondamentaux là. Ce que tu viens de décrire, c'est ça. C'est-à-dire qu'on est dans un nouveau monde. Toutes les notions de temps, de distance, de propriété, d'emploi sont remises en cause. Et en même temps, et c'est le problème que nous avons, nous vivons avec un cadre juridique, fiscal, social, syndical, et je peux tout rajouter, de la révolution industrielle du 19e siècle. Donc là, ça se percute en permanence, parce que même si vous voulez, je vais dire au hasard, développer le télétravail, on vous dit, mais attention, qui va payer l'ordinateur, qui va payer la ligne téléphonique, ou qui va payer... il faut pas qu'il travaille le dimanche. Voyez, donc on est toujours confronté à ça. Bon, sur le télétravail, ça a progressé parce qu'il y a eu des lois qui ont permis d'avancer. Et d'ailleurs, chez Open, ça commence à se développer de façon très intéressante. Parce que je suis convaincu, parce que je crois que tu l'as dit dans ta question. Franchement, à quoi ça sert de fatiguer des collaborateurs à faire 1 heure de transport aller, 1 heure de transport retour, si pour qu'ils restent dans leur bureau et qu'ils vous envoient des mails. Ils pourraient très bien rester chez eux et puis ils seraient beaucoup plus efficaces. Et c'est basé aussi, je crois, sur une façon de responsabiliser, de donner de l'autonomie aux collaborateurs. Il n'empêche quand même qu'il est très important qu'ils viennent au bureau de temps en temps quand même, parce qu'il y a la création de relations sociales. Mais aujourd'hui, la technologie, en effet, permet d'être présent dans le monde entier. Il suffit de voir ces réunions qu'on peut organiser par Skype ou autre technologie, où on se retrouve comme si on était vraiment dans la même salle. Donc c'est quand même important de venir, parce qu'il faut boire un café ensemble, déjeuner ensemble, se serrer la main, etc. Mais en effet, il faut réinventer cela, il faut réinventer le monde du travail, mais il faut absolument que le cadre réglementaire évolue, parce que sinon, ça ne bougera pas. Or, j'ai regretté que dans les différentes réglementations, lois, ordonnances qui sont passées, ces sujets-là sont encore trop peu intégrés. Et je crois qu'il est très très important d'accélérer là-dessus, parce que sinon, on aura toujours un handicap à la transformation. Alors déjà qu'il y a un accompagnement du changement à faire, je crois que tu l'as très bien dit aussi, culturel, si en plus la réglementation t'empêche de le faire, tu ne vas pas pouvoir avancer. Donc il faut traiter tous ces sujets. La technologie devient quasiment secondaire maintenant. D'ailleurs, pour la transformation numérique en général, on n'est plus dans un enjeu technologique, on est dans un enjeu humain. Éducation, formation, accompagnement du changement. Donc, il faut régler les problèmes légaux, réglementaires, il faut se réinventer, et puis, et ça c'est le plus grand enjeu, accompagner l'homme et la femme, accompagner l'humain dans cette évolution, parce que tout ça n'est pas évident. Alors, sur les jeunes, je propose de réinventer l'école depuis le début en y intégrant le numérique. C'est d'ailleurs quasiment mon premier chapitre. Et pour les moins jeunes, formation massive. D'ailleurs, chez Open, nous avons augmenté nos budgets de formation de 30% chaque année depuis 2 ans, et ça va continuer. D'abord, des formations, j'allais dire presque techniques, parce que c'est important. Nous sommes des experts chez Open, donc il est important de toujours évoluer, mais aussi des formations sur notre raison d'être et nos comportements. Excellent. Guy, la plupart des collaborateurs Open, je suppose, ils sont plutôt chez les clients, en service, etc.
ou une grande partie. Comment on gère la relation avec ses collaborateurs quand ils sont, comme vous dites, on n'a pas de contact direct, on essaye de créer le contact direct, mais on l'a pas totalement. Comment on fait sentir ces gens-là qui font partie intégrante de Open ou d'un groupe quel qu'il soit, de service? Parce que je trouve que c'est l'un des challenges importants des groupes de service. Par définition, ils apportent du service pour d'autres sociétés. Donc comment on fait comprendre à nos collaborateurs qui font partie de notre entreprise? Bon, c'est un enjeu absolument fondamental, celui-là, parce que dans nos sociétés de services, on pourrait craindre, le risque, c'est que à force de travailler chez un client, on s'identifie plus au client qu'à sa société. En tout cas, il faut déjà dire que chez Open, il y a aujourd'hui, je pense, plus de la moitié de nos collaborateurs qui sont dans nos locaux, puisque nous développons de plus en plus des centres de services, et justement, ça répond en premier à ce que tu viens de dire. Et puis, nous avons beaucoup de labos, de R&D, de développement d'applications, de développement de solutions, et tout ça se passe chez nous. Mais j'allais presque dire ça devient secondaire, parce que grâce à la technologie, que l'on soit là, dans un bureau à côté, dans un étage en dessous, ou chez un client 100 km, ou dans un centre de service à 500 km, on peut avoir aujourd'hui une communication absolument identique. Je le vois au travers de notre réseau social d'entreprise, qui est de plus en plus actif. On y parle de tout, ça va de... Le premier sujet qui est à l'ordre du jour, c'est l'évolution des tickets restaurants vers la dématérialisation. Voilà. Et puis on peut parler sur un autre groupe, sur un projet en intelligence artificielle que l'on a développé et qui est reconnu mondialement. Ça va dans tous les sens, mais ça donne aujourd'hui un outil de communication qui est absolument fondamental. Deuxièmement, et ça c'est quelque chose vraiment auquel on est très très attentif, c'est l'aspect contact humain. Donc on a augmenté d'ailleurs, j'ai parlé tout à l'heure de la formation, mais aussi de nos ressources humaines, pour avoir un suivi de plus en plus important des collaborateurs, aller se préoccuper de leur évolution, aller se préoccuper de leur formation. Donc tout ça est un énorme engagement d'Open qui coûte très très cher d'ailleurs, mais qui aujourd'hui est au centre, parce que finalement on est en train de vivre une période un peu étonnante, parce que le business n'est plus un sujet. C'est-à-dire qu'il y a une telle demande que on n'a pas besoin vraiment de se battre pour avoir des contrats. C'est bon, j'exagère un petit peu, mais c'est quand même pas la première préoccupation. La première préoccupation chez Open, c'est l'humain. C'est comment recruter. D'ailleurs, notre campagne, elle s'appelle « Recrutez-nous ». Pour dire un peu comment ça s'est retourné. Comment garder nos collaborateurs. On a un turnover qui est très élevé, il faut absolument le diminuer. Pour nous, c'est une énorme déperdition, mais il y a une telle tension, il y a une telle demande que les collaborateurs s'en vont. Pas du tout parce qu'ils ne sont pas heureux chez Open, mais parce que quand on vous propose 20% de salaire en plus, voilà. Et donc, il faut arriver à répondre à tout ça. Et pour nous, c'est vraiment créer les liens, que ça soit grâce aux outils techniques ou que ça soit grâce aux relations humaines. On a régulièrement des événements. Avant-hier, c'était la Galette des Rois. Avant, c'était le Beaujolais nouveau. Enfin, tout ça pour créer des liens et une fierté d'appartenance. Mais je pense que on doit aller beaucoup plus loin. Et on est vraiment aujourd'hui dans une réflexion avec notre comité exécutif sur comment donner du sens. Je crois que c'est la demande la plus importante aujourd'hui des collaborateurs, c'est de se dire que on travaille dans une entreprise qui a un objectif, souvent qui dépasse strictement la notion financière, de chiffre d'affaires ou de résultat. Chez Open, on contribue à changer le monde et il faut que chacun de nos collaborateurs le ressente. Excellent. Guy, au centre du monde numérique aujourd'hui, il y a l'agilité. Comment on conduit un groupe de façon agile quand c'est un groupe de 4000 personnes ou plus? On voit des gros mastodontes tels que Microsoft qui commencent à avoir beaucoup de mal à manœuvrer de façon agile leur groupe. Et on sait que c'est difficile à gérer un groupe de plusieurs centaines ou plusieurs milliers de personnes. Comment vous faites ça? Bon, d'abord, j'allais presque dire que c'était notre ADN, l'agilité, parce que bon, comme finalement on vient d'une PME, on a toujours été habitué à l'agilité. Je dirais même que le succès d'Open dans ces centres de services régionaux, qui venaient à l'époque, enfin qui sont toujours, mais qui à l'époque étaient vraiment en compétition avec l'offshore, ce succès est dû à l'agilité. Parce que dans un monde où, comme tu l'as très bien dit, où le client recherche cette agilité, que ce soit presque, j'allais dire, l'agilité en termes de
méthodologie de développement, mais aussi l'agilité tout simplement en termes de comportement. Et quand vous travaillez avec des gens qui sont à 8000 km, avec le décalage horaire, avec des problèmes culturels, finalement Open avec ces gens qui sont à Nantes, à Lille ou à Lyon, c'est pas mal, hein. C'est un peu plus cher, ok, mais on s'y retrouve largement. Et donc cette agilité a été vraiment un argument concurrentiel qui nous a fait prendre beaucoup de parts de marché. Et jusqu'à présent, d'ailleurs, nous gagnons beaucoup de centres de services au travers de cette agilité. Maintenant, il faut ajouter qu'il faut qu'il y ait une agilité, j'allais dire, de management. Et donc ça, c'est un travail que Frédéric Sebag construit, puisque c'est lui qui s'occupe directement des équipes. Parce que, vous savez, quand je fais des interventions dans des écoles d'ingénieurs, sur tous ces sujets d'ailleurs, quand on arrive aux questions-réponses, les jeunes étudiants, ils disent « Mais pourquoi on viendrait travailler chez vous alors que il y a une ambiance super dans les startups et qu'on a plutôt envie d'aller là-bas ?» Ce que Frédéric Sebag est en train de faire, et je crois réussi à faire, c'est à créer des communautés qui font que Open devient, on va dire, une association de start-up. Et ça, c'est vraiment ce qu'on doit réussir à faire. Il a créé des squads, c'est-à-dire des équipes transversales qui sortent complètement de la hiérarchie habituelle des agences, des BU, etc., qui travaillent avec un leader qui est reconnu et qui, aujourd'hui, finalement, ont une fierté d'appartenance et une satisfaction intellectuelle qui répond exactement à ce qu'ils demandent. D'ailleurs, il y a un très bel exemple qui est déjà un succès chez nous, c'est notre cabinet de conseil qui s'appelle Kinaps, qui est spécialisé dans le big data, l'intelligence artificielle et la transformation numérique en général, et qui a un turnover quasi nul. Pourquoi ? Parce qu'il travaille dans cette dynamique-là avec un leader qui est Stéphane Messica, qui est reconnu, qui est un des plus grands experts du data en France et qui attire des talents de très très haut niveau et qui reste parce que ils sont heureux, ils ont des projets passionnants, on gagne des missions incroyables avec des grandes banques ou des grandes assurances autour de la data, autour de l'intelligence artificielle. Et finalement, cette communauté Kinaps, elle retient ses talents. Donc nous, notre projet, c'est d'en faire 40 des Kinaps, voilà, les 4000, c'est 40 communautés de 100 personnes. Et tout ça soutenu avec comme support les réseaux sociaux d'entreprise qui permettent justement de créer le lien même si on est à distance. Guy, quel est le meilleur canal marketing que vous utilisez chez Open pour faire croître le business, mais pour faire croître les équipes aussi ? Notre site web, c'est très simple, c'est très basique, mais c'est un site web très vivant, d'abord de grande qualité, très vivant, sur lequel on y trouve nos offres d'emploi, mais aussi on est très très souvent, on reçoit des demandes de business, c'est incroyable. Mais comme nous sommes, on va dire, un peu plus visionnaires, nous sommes en train de développer un canal d'accès complètement dématérialisé qui s'appelle Open Store. Et un petit peu, je sais que c'est assez péjoratif, mais ça exprime quand même ce qu'on peut dire, un Uber de notre métier. Voilà, c'est-à-dire, c'est dommage que le terme d'ubérisation soit devenu péjoratif, mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'on dématérialise complètement la relation commerciale et que on gagne beaucoup de temps et beaucoup d'efficacité. Et je ne vois pas pourquoi ce qui est valable pour les hôtels, pour les taxis et pour je ne sais quel autre exemple qu'on peut donner, ça ne soit pas valable pour nous. D'ailleurs, j'anime chaque année à l'ESCP Europe un séminaire avec un master sur la transformation numérique du métier de consultant. C'est évident que, comme tous les métiers, ce métier-là doit réfléchir à sa mutation. Alors, sa mutation au travers de canaux de distribution, mais sa mutation aussi au travers d'outils dans les prestations et d'outils. On ne peut pas imaginer qu'on fasse du consulting comme on en faisait il y a 20 ans ou 30 ans. Je le dis pour l'école, pour la santé, je le dis pour l'industrie, mais pour le consulting, c'est la même chose. Guy, c'est le moment des temps forts. Quel a été le pire moment de ton parcours d'entrepreneur et comment tu as fait pour rebondir ? Pour moi, c'est très clair. Je n'ai pas eu beaucoup des mauvais moments dans le parcours, mais il y en a un dont je me souviendrai toute ma vie, c'est un plan social que j'ai dû faire dans les années 90 chez CSC, où j'ai dû licencier près de 100 personnes. C'était un véritable cauchemar. C'est un véritable cauchemar parce que notre secteur n'est pas naturellement
touché par ça, normalement. Comment, alors qu'on a besoin de talent de plus en plus, quoi, même dans les années 90, avoir eu à faire ce plan de licenciement avec tout ce que ça voulait dire d'un point de vue humain et d'un point de vue de relation très proche que j'avais avec les gens que je licenciais. Donc ça, c'est quelque chose que vraiment, je ne souhaite pas revivre. Bon, maintenant, je crois pas que je le revivrai vu l'avenir que la transformation numérique réserve à des entreprises comme Open. Hein. A contrario, quel a été le plus beau moment ? Oh ben ça, j'en ai eu plein, franchement, des beaux moments. Le succès, par exemple, d'une levée de fonds de 70 millions d'euros qui a permis le décollage d'Open en termes de croissance externe. La réussite de croissance externe de sociétés très importantes comme Teamlock, Silis à l'époque. J'allais presque dire les bons moments, franchement, on en vit beaucoup. Hein. Vraiment, les grands contrats que nous signons, qui sont formidables, les projets que nous réalisons. Alors, voilà, je vais donner un petit exemple, mais vraiment qui illustre, moi, que mes satisfactions ne sont pas compliquées. Nous avons réalisé un très beau projet qui est le développement d'une marketplace pour Alstom qui s'appelle Station One. Et les équipes m'ont demandé de participer au pot d'arrosage du déploiement de ce projet. Bon, il y avait nos équipes et il y avait les équipes de Station One, ils étaient une vingtaine. Et le président de Station One a fait un speech pour me féliciter, mais pour nous féliciter de la qualité du travail, la qualité de la relation, la qualité de la façon dont nous avons fonctionné dans nos équipes et compagnie. Moi, franchement, alors j'ai passé un moment fantastique parce que finalement, c'est quoi l'aboutissement de tout ce que nous faisons ? C'est ça, avoir des clients heureux et des collaborateurs qui ont réalisé un superbe projet à tel point qu'ils nous ont laissé entendre que ce projet français qui avait été récompensé comme un des projets phares de Alstom, de tout le groupe Alstom, serait déployé au niveau mondial. Voilà. Alors, je veux pas non plus être angélique. Ça veut dire aussi beaucoup de chiffre d'affaires, beaucoup de résultats. Mais notre culture, c'est plutôt que ça soit le résultat de la qualité de notre travail. Moi, faire du business pour du business ne m'intéresse pas trop. Et c'est vraiment la culture de l'entreprise, la satisfaction d'avoir vraiment réalisé un projet épanouissant pour tout le monde et qui a apporté quelque chose à notre client. Guy, c'est le moment de l'interview top 5, le livre que tu recommandes. Oh là là, alors moi je lis 50 livres par an, donc qu'est-ce que je... Bon, alors d'abord je suis un fanat de la littérature policière scandinave. Voilà, tous les livres islandais, suédois, tout ça. Bon, le Millennium, c'est le plus connu, hein, mais bon, c'est vrai que c'est un chef-d'œuvre quand même, mais surtout le numéro 1. Donc moi déjà, bon, je suis en train de découvrir Houellebecq. Avec tous les défauts qu'il a, mais j'adore Houellebecq. C'est marrant, je serais pas parti pour ça, naturellement, hein, parce que il y a quand même un petit côté misogyne que je n'aime pas, mais il a un talent, ce type-là, il faut quand même le reconnaître. Bon, alors, je vais citer 2 livres pour répondre très précisément à ta question. Le roman, pour moi, majeur que j'aurais lu, c'est Au nom de la rose, d'Umberto Eco. Je trouve que c'est un roman absolument exceptionnel par son écriture, par son histoire. D'ailleurs, c'est rare, mais le film de Jean-Jacques Hano est aussi bon que le roman. Donc alors, ça c'est quasiment unique. Hein. D'habitude, on est toujours déçu quand on voit un film par rapport au roman. Mais pour moi, c'est le roman vraiment qui m'aura marqué. Et puis, allez, si je dois parler un peu business, les livres de Harari, les derniers livres, les 3, là, qui m'auront marqué aussi parce que c'est une vision quand même de la société, de l'évolution numérique que je ne partage pas complètement, parce que je trouve que il fait partie des gens malgré tout, même s'il est hors catégorie, hein, c'est un génie, hein, qui donne une vision anxiogène, et mon livre, il répond très humblement, hein. C'est pas dur, on n'est pas du tout de la même catégorie. Je pense que Harari, c'est un nouveau Sartre pour moi, hein. Donc, en particulier le premier, Sapiens, a été pour moi très marquant. D'accord. Mais enfin, je suis prêt à parler de 2 heures, hein, de livres. Hein. Non, mais c'est excellent. L'entrepreneur que tu suis ou dont t'es fan? Bon, moi, j'étais un fan inconditionnel de Steve Jobs. Même avec tous ses défauts, je trouve que c'est l'homme qui aura, je pense, le plus changé notre société. Hein, on raconte ce qu'on veut, mais c'est quand même extraordinaire ce qu'il fait. Bon, alors quand on a lu sa vie, une très belle bio d'ailleurs, hein, que j'avais lu sur Jobs, on est un peu déçu par ses petits côtés personnels, hein, humains ou inhumains. Hein. C'est d'ailleurs vaut mieux souvent de pas connaître. Hein. C'est sûr. Mais je pense que il y a très peu, de leaders professionnels de ce niveau-là.
Bon, je vais en citer un pour juste dire que je le respecte quand même si c'est pas du tout le même niveau. C'est Xavier Niel, que j'aime beaucoup. Non pas pour sa réalisation de Free, parce que bon, ok, c'est bien, mais ça ne m'impressionne pas. En revanche, ce que je trouve formidable, c'est la façon dont il gère ses engagements sociétaux. Je trouve que Station F, c'est quelque chose de fantastique. 42, c'est fantastique. Donc, c'est quelqu'un qui ne dit pas, je vais faire des dons comme ça, non, mais qui utilise son argent personnel dans des projets qui sont vraiment de très très grande qualité. Et j'ai du respect pour ça. Ton outil en ligne préféré? Alors là, ça ferait rire tout le monde, évidemment, c'est Twitter. Bon, parce que je suis très très actif. Bon, je trouve que c'est un outil fantastique qui a permis de créer, franchement, le mouvement Jamais sans elle, c'est créé grâce à Twitter. Je le raconte dans le livre, d'ailleurs. C'est un tweet de mon ami Natacha Kester-Séméon qui regarde une table ronde où il y avait 10 hommes à l'Élysée, et c'est moi qui suis dans le TGV en lisant son tweet qui écrit bon, à partir de maintenant, je ne participerai plus à une table ronde s'il n'y a pas au moins une femme. Voilà, ça a démarré par ça. Et elle a développé ça avec Tatiana Séméon, avec Tatiana Salomon, pardon, avec un travail extraordinaire. Résultat des courses, c'est des centaines de millions de citations, c'est 200 000 tweets. Enfin, c'est impressionnant. Et j'adore cet outil. Mais plus généralement, j'aime les réseaux sociaux. Moi, je suis très actif sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, quand j'arrive le matin, c'est intéressant parce que c'est quoi mon job pendant 1 heure? Alors voilà, j'attaque avec Twitter, LinkedIn, le réseau social d'entreprise, qui est Yammer chez nous, et puis mes mails. Voilà. Bon, au bout de 2 heures, moi, j'ai fait ma journée, déjà, parce que je suis au courant de tout, ce qui se passe à l'extérieur, à l'intérieur, les échanges, les contrats. Et donc, je suis vraiment, souvent, ça, c'est même un reproche de mon épouse, mais j'adore l'utilisation de ces réseaux sociaux. Pourquoi c'est un reproche de mon épouse? C'est que c'est jamais fini. Ça continue. Même à la maison. À la maison, en vacances. Mais je l'ai écrit dans le livre, et c'est sincère. C'est l'inverse qu'il faut voir, c'est-à-dire que quand je suis en vacances au bord de la mer, souvent j'y suis parce que j'ai les réseaux sociaux. Si je n'avais pas les réseaux sociaux, j'aurais dû être au bureau. Donc là, je peux passer 1 heure avec les réseaux sociaux, j'y englobe les mails, etc., toute la technologie, où je fais mon boulot et je peux être en vacances. Et je crois que, là aussi c'est un sujet, je suis tout à fait d'accord pour dire que c'est discutable. D'ailleurs, globalement, je n'ai pas présenté mon livre comme des affirmations, comme des certitudes. J'ai donné des pistes positives. Mais moi, je l'ai dit depuis, 20 ans, je crois que la frontière vie professionnelle, vie personnelle n'aura plus de sens. Mais dans le bon sens des choses, c'est-à-dire que on peut réussir à gérer son temps. Donc, vous travaillez 2 heures de chez vous, c'est 10 fois plus efficace que 8 heures au bureau. Que veut l'entreprise? C'est efficacité. Et puis après, vous faites ce que vous voulez. Vous voyez, donc, je pense vraiment que tous ces outils vont libérer du temps. Contrairement aux idées reçues où tout le monde dit « Ah oui, ces outils te prennent ton temps personnel pour le rendre temps de travail. » Mais non, mais c'est exactement l'inverse. C'est exactement l'inverse. On gagne une efficacité. C'est ce qu'on a dit d'ailleurs en introduction, grâce au fait qu'on peut être partout, nulle part, à n'importe quelle heure. Voilà. Guy, il y a une question qui m'est revenue entre-temps. Comment, avec une journée aussi chargée que la vôtre, comment on arrive à trouver le temps pour écrire un livre, justement? Bon, d'abord, mes journées ne sont pas si chargées que ça. C'est ça que j'insiste. Pour moi, j'ai une présence très importante au bureau, 8h, 20h, globalement, 8h30, 20h. Quand je viens plus tard, c'est parce que j'ai eu un petit déj, des choses comme ça, mais je gère mon agenda. Donc ça a consisté d'abord à accumuler beaucoup, comme je l'ai dit, par tout ce que je lis, tout ce que je m'informe pendant mes vacances et ailleurs. Bon, chaque fois que je pars 1 semaine en vacances, j'emmène 10 bouquins, moi. Donc, alors je les lis pas tous, pour ça une vitesse, tout ça, mais tout ça s'accumule. Et ensuite, tous ces éditos que j'ai écrits pendant les périodes où j'étais président du Syntec numérique, par exemple. Donc la question pouvait aussi se faire comment j'ai pu faire cohabiter mes fonctions de coprésident d'Open et de président du Syntec numérique. C'est pareil, c'est une gestion de son temps. D'abord parce que j'ai un associé, malgré tout, quand même, comme je l'ai dit, qui lui a en charge quand même le quotidien. Donc moi, écrire un livre, ça fait partie de mes fonctions d'Open. Donc qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réservé 2-3 heures, 2 ou 3 fois par semaine. Et puis je me suis fait aider parce que, en fait, ce que j'ai voulu, j'ai écrit moi toutes mes idées, mais j'ai demandé à un documentaliste de me les justifier. Et regardez, vous verrez, il n'y a presque pas une page sans qu'il y ait en bas de page une justification. Voilà, le livre blanc tant, le bouquin de... Et pour moi, c'était fondamental parce que je ne voulais pas faire une sorte de livre de profession de foi, moi.
Non, c'est pas ça. Je voulais vraiment montrer que concrètement, il pouvait y avoir des pistes justement pour créer ce nouveau monde. Et donc, ce documentaliste, à chaque fois, venait me ramener tout ce qui avait été publié autour de ce que je disais. Et des fois, même en contradiction avec ce que je disais. C'était intéressant d'ailleurs. Ton premier conseil pour quelqu'un qui aimerait se lancer aujourd'hui ? La techno. Franchement, là, je vais te dire, là aussi, je reçois beaucoup de jeunes que j'encourage. D'ailleurs, c'est très simple, hein. Toute personne qui demande à me voir, globalement, je la reçois. Hein. Des fois, les gens disent, mais c'est incroyable, t'as le temps. Franchement, tout le monde a le temps de consacrer une demi-heure à quelqu'un qui a un projet et à l'encourager. Simplement, 9 fois sur 10, on me présente des projets un peu communs. C'est banal. La nouvelle forme de livraison de pizza ou de nourriture végane. Et ça, je suis très, très, très sceptique. Pour moi, aujourd'hui, un projet intéressant, c'est un projet qui a une base technologique forte, qui est une barrière à l'entrée. Très simplement, est-ce que tu es en mesure de déposer un brevet ou pas avec ça ? Et bon, je ne veux pas lui faire de publicité, mais c'est vraiment ce que j'ai insufflé à mes enfants. Et mon fils aîné, Adrien, a créé une société après avoir été chercheur à l'IRCAM en acoustique musicale, une société qui s'appelle iVibe et qui fait finalement de la déformation de son, et en particulier qu'il a appliqué pour commencer à l'instrument qui est la guitare. Bon, cet outil, ces algorithmes, personne ne les a. Ça veut dire même les plus grands constructeurs mondiaux, si aujourd'hui ils veulent appliquer les mêmes méthodes, sont obligés de passer par lui, puisqu'il a déposé ses brevets. Alors ça, c'est une richesse colossale. Alors bon, je l'ai vu ce matin, il est sous l'eau avec ça, hein. Mais oui, parce que entre trouver la trésor, voir ses banquiers, gérer en Chine la production, le grand salon NAM qui va avoir lieu aux États-Unis, bon, il a signé des gros contrats. Bon, il est débordé là-dessus, mais la base de l'entreprise est une base qui est colossale. Un doctorat, 7 ans de recherche dans un des plus grands labos d'acoustique musicale au monde, et avec ça, sortir un outil, un dispositif, avant d'avoir l'équivalent même. Et ça qui est formidable, des fois, ils discutent avec des grands constructeurs qui ont des labos de 50 personnes et qui n'ont pas réussi à sortir son truc. Et ça, c'est le conseil que je vais donner à tous les jeunes. Aujourd'hui, une start-up doit avoir un fondement très fort technologique. Tout ce qui est réseau social et autres, bon, franchement, je reste assez sceptique. Et je pense d'ailleurs que ça explique pourquoi 9 startups sur 10 disparaissent dans les 3 ans. Il suffit que Google ou Facebook décide de je sais pas quoi d'ouvrir sa livraison à domicile de pizza et puis hop, ça y est. Voilà. Donc en revanche, si vraiment vous avez quelque chose à faire, je veux pas. Bon, comme j'ai cité mon fils, je vais citer d'autres gens que j'ai rencontrés. Par exemple, Toucan Toko, 3 polytechniciens qui sont arrivés avec un formidable outil de big data. Je pense que ça va marcher ça, parce que avant d'avoir ces outils-là, il va falloir travailler quoi. Hein. Et souvent, d'ailleurs, je vais à Centrale ou ailleurs, on me présente vraiment des sujets de recherche et je dis ça, oui, ça peut faire la base d'un très beau projet. Le meilleur investissement que tu as réalisé pour faire croître ton business, ça pourrait être un investissement en termes de temps, de moyens humains, de moyens financiers, un produit ou un service. Je pense que le meilleur investissement que nous ayons fait, c'est la croissance externe, c'est-à-dire les acquisitions de sociétés qu'on a faites qui nous ont vraiment accéléré. Il faut savoir que Open est passé de 200 à 3500 personnes en 5 ans. Hein. Donc tout ça, ça ne pouvait se faire que grâce aux investissements humains. Et le pendant, c'est ce que je disais tout à l'heure, aussi les investissements financiers, puisqu'il a fallu lever des fonds pour financer tout ça. Guy, merci de nous avoir accordé cette interview. Est-ce que tu pourrais dire à nos auditeurs où est-ce qu'ils peuvent te suivre ? Alors là, c'est vraiment facile. Twitter, LinkedIn, quoi. Alors, Twitter, évidemment, Guy_MM, sur LinkedIn, évidemment. Mais j'ai un blog, guimamoumani.fr. Puis, tout le monde sait qu'il peut m'écrire un mail s'il veut. J'y réponds toujours, gmamou@open.fr. Je le publie, les gens me disent des fois, mais t'es complètement fou. C'est ce que j'allais dire. Franchement, je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Je n'ai jamais vu personne abuser. Si vraiment c'est ridicule ce qu'on m'écrit, ça m'arrive une fois sur 1000, je ne réponds pas, mais globalement, les gens me posent des questions toujours bienveillantes, des conseils, des recherches d'emploi que je transmets à nos services. Je vois pas quel est le mur que l'on peut fixer. À partir du moment, je crois, où vous dégagez une certaine bienveillance, vous avez immédiatement le même retour. Hein. J'ai très peu à me plaindre des contacts que j'ai de partout, vraiment. Et encore une fois, moi, j'ai toujours aimé qu'on me contacte, on me demande des conseils. Et dans la mesure où je peux apporter quelque chose, je le fais avec plaisir. Merci Guy, à bientôt. Merci beaucoup.
Merci encore à Guy pour nous avoir révélé l'entrepreneur qui en vit. Je vous rappelle que vous pouvez accéder à l'ensemble des liens et à la retranscription de cet épisode sur le blog en vous rendant sur l'URL suivante envou.co/17, le chiffre 17. J'ai aussi mis en ligne une récap des meilleurs outils utilisés par mes invités qui leur permettent d'être plus efficaces. Si vous voulez la récupérer, rendez-vous sur envou.co/outils avec un S à la fin. Avant de terminer ce podcast, je vous invite à laisser une note et un commentaire sur la page iTunes du podcast en vous rendant sur envou.co/iTunes. Vous pouvez aussi écouter tous les épisodes et vous abonner sur votre application de podcast préférée. Je vous remercie d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin et je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode de l'entrepreneur en vous. 145 857.